On est le 3 juin 2017. Après un bon repas, c'est l'heure du rendez-vous hebdomadaire, le rituel du samedi après-midi, la saison 2 de My Hero Academia. Et l'épisode de ce jour est, comment dire, pas mal. C'est cet épisode qui a placé MHA en tant qu'œuvre occupant une place toute particulière me concernant. Un épisode qui m'a fait devenir lecteur malgré moi et m'a fait suivre l'œuvre pendant des années. Et justement, après toutes ces années, lorsque le manga va bientôt fêter ses 10 ans et dans la foulée se terminer, qu'en est-il désormais ? Une question à laquelle malheureusement je trouve facilement réponse. Ce n'est plus pareil. Il y a eu un moment de scission, une rupture à partir de laquelle le manga va lentement faire perdre tout l'intérêt que je portais à la série au cours de ses débuts. Et c'est un sentiment qui est loin, mais alors très loin d'être que personnel. Pourtant, ce sentiment intérieur que la série a continuellement baissé en niveau ne se traduit absolument pas par ses ventes. My Hero Academia est un shonen neketsu qui est commercialement parlant très solide et très constant. Il possède une régularité que plusieurs mangas du même genre auraient souhaité bénéficier. Mais le problème est ailleurs. Parce que MHA c'était le manga qui nous galvanisait avec des scènes ultra marquantes et des personnages bien écrits. Mais depuis quelques années, plus rien. Aucune scène, aucun combat ou aucun événement ne semble avoir eu un impact sur le manga comme c'était le cas avant. Et en plus de ça, la série se trouve désormais dans une position où chacun de ses choix scénaristiques produit un effet oscillant entre l'indifférence totale ou l'immense déception. Donc, comment d'une œuvre qui faisait autrefois l'unanimité à ses débuts, pouvons-nous en observer la chute ? La chute d'une histoire qui se dirige lentement dans une impasse. J'aimerais découper cette vidéo en deux parties afin d'observer deux phénomènes bien distincts. Car cette perception de chute d'engouement ne se traduit pas que par le manga en lui-même, mais il se traduit aussi par la chute de la qualité de l'animé. Adaptation animée qui m'a fait et a fait découvrir l'œuvre à la majorité d'entre nous. Une adaptation dont on observe d'ailleurs la déchéance depuis plusieurs saisons maintenant, et par laquelle on va commencer. On est en plein décembre 2023, et le trailer de la saison 7 d'MHA est diffusé. Les critiques ne se sont pas fait attendre. Le trailer fait ressentir sous la forme d'un avis partagé une certaine déception. Plus globalement, une exaspération générale vis-à-vis de la direction artistique et de ce fameux ciel bleu. Il n'est pas la cause exclusive de ce qui ne va plus, mais ce ciel bleu représente le ras-le-bol et le désintérêt constant que provoque désormais l'animé. Donc, comment est-on passé d'un anime dont la hype se faisait ressentir à chaque saison, à un animé qui peine à avoir le même engouement que les têtes d'affiche du shonen neketsu actuel ? Les saisons 1, 2 et 3 sont ce que l'on pourrait considérer comme l'âge d'or de l'anime. Printemps 2016 sort la première saison d'MHA produite par le studio d'animation Bones, et c'est un gros succès. Pourquoi ça a autant marché ? Déjà, ce que je considère comme le plus gros point fort de cette adaptation, c'est son rythme. Bones a décidé d'opter pour un format saisonnier, et c'est un choix ultra judicieux. Ça permet de condenser plusieurs chapitres en un épisode afin de coller au rythme du manga sans le rattraper. Alors que les animés fleuves, quant à eux, sont obligés de faire énormément de fillers ou d'adapter qu'un seul chapitre par épisode, ce qui entraîne énormément de longueur. L'animé d'MHA s'approprie donc le rythme ultra nerveux du manga, sans forcément perdre en impact dans les moments d'émotion. On ne perd pas de temps et on enchaîne les moments marquants accompagnés d'excellentes musiques. Ce qui est d'ailleurs aussi l'un des plus gros points forts de cette adaptation. La bande-son est produite par Yuki Hayashi, qui est nul autre que le compositeur des OST d'Haikyuu. Les instruments et les mélodies utilisées ont vraiment cet effet grandiloquent de super-héros. Coupler ça avec des percussions ultra dynamiques et beaucoup d'électronique, ça donne la parfaite bande-son pour un shonen de super-héros moderne. D'ailleurs, l'OST You Run deviendra iconique dans la Japanimation, gage de l'excellente qualité des OST. Un autre point qui a fait le succès d'adaptation, c'est bien sûr son animation. Le format saisonnier ne permet pas qu'un meilleur rythme, mais il permet aussi d'avoir plus de temps pour avoir une meilleure animation. Et c'est ce qui va permettre notamment aux grands combats de la série d'entrer dans les mémoires. Et là, on pense à All Might contre le premier Brainless, Deku contre Shoto ou encore All Might contre All for One dans la saison 3. Les 3 points qu'on a vus ensemble constituent déjà en soi une énorme plus-value comparée au format papier. Mais ce qui est génial, c'est que Bones va plus loin et décide d'apporter une plus-value au sein du scénario. Et dans ce cas, je pense surtout à la saison 2. Par exemple, malgré des limitations techniques rendant le chara design et par la même occasion l'aura de Stein amoindrie, le studio fait le choix d'adapter l'arc Stein pendant la nuit, afin de faire ressentir ce climat de terreur que pouvait dégager Stein durant son affrontement. Bones fait aussi le choix d'ordonner et montrer en entier chaque combat de l'examen final, alors que dans le manga, le déroulement des combats est mélangé et moins appréciable.
Des changements donc mineurs certes, mais qui témoignent du soin apporté au projet. D'ailleurs, c'est la saison 2 qui fait littéralement exploser la popularité des machas au grand public. Mais si l'on peut tout de même souligner un défaut dans cette adaptation, ce serait sa direction artistique. Les décors font très neutres et les textures ont un effet taché qui s'apparente à la volonté d'avoir une certaine DA rappelant les comics, mais c'est juste pas agréable à regarder. Critique qui peut aussi s'adresser à l'éclairage assez pauvre, il est excessivement neutre et le choix des couleurs fait très animé pour enfants. Mais en dépit de ça, les 3 premières saisons constituent l'âge d'or de l'anime, dont le point d'orgue est pour moi l'épisode 10 de la saison 2 qui marquera les fans de la série à tout jamais. On attaque la saison 4, et c'est la saison qui marque le point de rupture. La saison qui commence à montrer les failles de l'adaptation qui vont progressivement causer sa chute. La saison démarrait très bien avec le début de l'arc Overall, mais les décors et la direction artistique commencent à véritablement montrer leurs limites. Malgré tout de même un excellent climax du combat Overall contre Deku, avec l'apport d'une superbe mise en scène composée de plans d'animation et d'un doublage exceptionnel, ce combat ne masque pas la déception de ce qui devait être le combat central de cet arc, le combat de Mirio contre Overall. L'adaptation du combat n'est pas à la hauteur des grands moments de l'anime, notamment parce que le choix artistique délibéré de mettre des images fixes à la place d'animation ne fonctionne pas. Lors du visionnage, on ressent une limitation technique et non le sentiment que Mirio livre un combat interminable au péril de sa vie, même privé de son alter. Cette saison souffre aussi du défaut du pattern structurel de la série. Alors qu'est-ce qu'est ce fameux pattern structurel ? C'est le fait que dans MHA, t'alternes entre un arc important avec des enjeux à un arc peu important et très souvent de l'ordre scolaire. Et malgré que ça soit inhérent au scénario du manga et pas au choix du studio, ça a bien un impact sur la qualité finale de l'adaptation. Ce pattern a commencé à se voir dans la saison 3, avec la seconde partie de la saison qui adapte le très oubliable arc de la licence provisoire. Pour ce qui est de la saison 4, ça sera l'arc du festival de Yue. Un arc de transition qui ne dure que 6 épisodes mais qui paraît bien plus long. C'est d'ailleurs à partir de cette saison que la plus-value apportée par le studio est moindre et on commence à avoir une certaine suffisance par rapport à la popularité de la série. Malgré tout, la saison va quand même finir sur une bonne note avec l'épisode 25. Un des tout meilleurs épisodes de la série, absolument mémorable, ayant juste la qualité d'un film d'animation. La saison 5, c'est la chute totale. On est sur ce qui est actuellement la pire saison de l'anime. Cette saison provoque un désintérêt total où l'on parvient même à se demander si l'adaptation à ce stade-là apporte vraiment quelque chose comparé au format papier. Enfin, si l'on peut parler d'adaptation et non de recréation. Parce que les changements vis-à-vis du scénario proposent une expérience qui, maintenant, dessert le spectateur. Déjà, les limites évidentes dont on avait parlé du cadre scolaire dans MHA sont justement encore plus mises en évidence avec l'arc de l'entraînement commun. Pourtant, la saison commence bien. L'animation est très bonne, on a du mouvement constant, la caméra bouge aussi beaucoup et l'ajout d'effets visuels est vraiment réussi. Les défauts majeurs de cet arc résident dans l'utilisation un peu abusive des flashbacks. Lorsque dans le format papier, Horikoshi ne met qu'une case pour rappeler un événement, l'anime remet quant à lui toute la scène en entière. Quelque chose qui prend du temps et ralentit le rythme. C'est pour ça qu'il y a plusieurs combats qui laissent le sentiment qu'ils auraient pu être écourtés et aller plus vite. Mais malheureusement, le pire est à venir. Car le studio Bones a fait le terrible choix d'intervertir l'arc de My Villain Academia et celui de l'agence d'Endeavor. Et aucune raison officielle n'a été donnée jusqu'à maintenant. La théorie la plus probable soit que le studio voulait terminer sur un climax, ou encore que le film Hero's Mission qui se déroulait pendant l'arc Endeavor soit justement diffusé pendant celui-ci. Mais on va voir ensemble pourquoi ce choix est dévastateur. Déjà, l'arc Endeavor est l'un des pires arcs adaptés. Une chose qui va à l'encontre des standards initialement imposés avec la série, c'est que le rythme est mauvais. L'arc est artificiellement rallongé par des flashbacks incessants, qui sont d'ailleurs pour la plupart absents du format papier, mais bel et bien rajoutés délibérément par le studio afin de rallonger la durée de l'arc. L'exemple le plus criant est l'épisode 17 de la saison 5. Dans le manga, Endeavor entre dans son bureau et décode le message d'Hawks sur le livre qu'il lui a donné. Or, dans l'anime, on y ajoute l'intégralité du flashback de Shoto une énième fois, et en fait, tous les moments de la famille Todoroki avec encore d'autres flashbacks qui prennent au total 5 minutes. C'est juste énorme, et c'est bien le moment qui démontre un mauvais rythme couplé d'un rallongement artificiel. Mais qu'en est-il d'un des arcs les plus attendus en anime, My Villain Academia ? Et j'ai envie de poser un certain contexte avant de parler de celui-ci. Lors de ma lecture du manga, MVA a été une vraie bouffée d'air frais. On suit les vilains du manga qui vont eux aussi avoir leurs antagonistes et développer leurs personnages au cours d'un affrontement où ils dépasseront ironiquement leurs limites, symbole du plus ultra comme de véritables héros de shonen.
Les antagonistes d'Emacha prennent alors une toute autre dimension. Les personnages prennent en substance, ils ont leurs idéaux, leurs origines et se battent afin de parvenir à leur fin. Et cela atteint son apogée lors du climax que nous livre Shigaraki, dans un éveil d'Aether, symbole de l'éveil de sa conscience. C'est un consensus que cet arc est l'un des tout meilleurs arcs du manga. Et ça donne quoi en animé du coup? Ce n'est vraiment pas bon pour pas dire catastrophique. L'arc de l'entraînement commun dure 10 épisodes pour 24 chapitres. Et celui d'Endeavor, 7 épisodes en incluant un filler pour 12 chapitres. My Villain Academia, c'est 24 chapitres pour seulement 5 épisodes. 2 fois moins d'épisodes que l'arc de l'entraînement commun pour le même nombre de chapitres. Et encore en comparaison, la saison 1, c'est 13 épisodes pour 21 chapitres adaptés. La version animée d'MVA va donc devoir adapter en moyenne plus de 4 chapitres par épisode. Bones, pour adapter l'arc en 5 épisodes, va donc devoir supprimer des scènes. Et là, on touche à un gros problème. Parce qu'on ne parle pas de scènes mineures, mais bien de scènes importantes qui posent tous les fondements de l'arc. Fondements qui vont emmener à comment l'Alliance affronte l'armée de libération. Dans un premier temps, toute la pub de Degenerate Corporation du chapitre 218, introduisant Rodestro en tant que PDG de l'entreprise et en même temps le meurtre sur son employé Miyashita, furent des scènes entièrement supprimées. Le chapitre 220 qui marque le début de l'arc MVA dans le manga a été quant à lui presque retiré dans son entièreté. La communauté de rejet des anomalies, le KKK d'Emacha et toute la narration de Spinner ne sont donc pas présentés, ce qui enlève la presque totalité de son développement dans cet arc. L'errance de la Ligue et leurs disputes sont supprimées et l'animé ne montre que l'apparition de Makia en fin de chapitre. Des scènes donc essentielles sont enlevées et le rythme n'est pas bon. A l'inverse des arcs précédents durant cette saison, là ça va trop vite. Et les moments importants comme l'éveil des alters de Toga et Twice sont totalement rushés. On commence d'ailleurs à remarquer l'apparition de plus en plus marquée d'images simples pour adapter le combat de la Ligue contre le Front de Libération. Et la censure constante appliquée aux événements de l'arc vont pas aider et vont faire perdre tout le changement de ton qu'avait apporté Horikoshi. MVA marque une scission dans l'univers d'Emacha par son revirement de tonalité. C'est à partir de ce moment-là que l'histoire se veut bien plus sombre, en montrant toutes les dérives de la société para-humaine. Mais dans l'animé, la censure est telle que lors du combat contre Rodestro, déjà meilleur sur le format papier, Shigaraki ne perd même pas ses 2 doigts qu'il perd initialement pendant l'affrontement. Ce que je critique ici n'est pas la censure en elle-même, qui est inévitable dans l'adaptation animée, mais sa dimension abusive, surtout quand celle-ci est mal équilibrée. Comment refuses-tu de nous montrer 2 doigts perdus lors d'un affrontement, mais d'un autre côté nous montrer les morceaux d'un chien décapité baignant dans son propre sang dans l'épisode suivant? Après le rythme et la direction artistique, c'est donc bel et bien la censure qui vient enterrer définitivement tout l'attrait de l'arc MVA. Et tout part de ce choix d'avoir interverti les arcs. C'est le grand problème de cette saison 5. L'inversion des arcs Endeavor MVA a été un échec. Pire que d'apporter une plus-value, il gâche l'un des arcs les plus attendus de la série. Cette inversion aurait pu apporter un côté énigmatique sur les événements de Daika, afin de rendre le climax encore plus impactant. Mais l'animé fait le choix de juste spoiler les événements, en montrant hors contexte ce qui devait être l'un des plus grands retournements de situation de la série. A savoir que la Ligue des Vilains dispose désormais d'une armée pouvant renverser le pays. Et je rappelle que l'arc Endeavor en enlevant un filler a plus d'épisodes qu'MVA. Alors que sur le papier, MVA a 2 fois plus de chapitres. Au bout du compte, l'arc de l'agence Endeavor est rallongé artificiellement et celui d'MVA est raccourci. Et c'est ce qui cause le mauvais rythme de la saison. Tout cela accompagné d'une censure importante et d'une direction artistique qui ne cesse de lasser le spectateur. Pourquoi tous ces choix ont été faits, notamment concernant la censure dans la saison 5 ? Une question où l'on trouve malheureusement très vite la réponse. C'est une adaptation animée diffusée à 1 heure de grande écoute. L'animé a toujours voulu rassembler le plus de monde possible. Les épisodes de la saison 6 par exemple étaient diffusés le dimanche à 17h30. La série est donc immensément regardée par les enfants. De plus, on ne peut pas nier les conditions catastrophiques dans lesquelles ont été réalisées la saison 5. Les conditions Covid et le rythme calamiteux ont grandement impacté cette saison. L'exemple parfait a été le layout de l'animateur Vincent Chanzard, découvert sur les réseaux sociaux. Un layout qui adapte une scène de manière ultra qualitative, mais qui dans son rendu final est largement en dessous de celui-ci. Parce que, dû aux contraintes de temps et aux mauvaises conditions, le layout n'a pas pu être conservé. Et bah on ne peut rien y faire, il ne faut pas et on ne peut pas dénigrer le travail de Bones. En fin de compte, une adaptation animée est un florilège de contraintes qui se répercutent sur le matériel adapté. Et c'est ce qui va peu à peu causer la chute de cette adaptation. Alors que le manga évolue, change de tonalité, de style graphique se voulant plus sombre, accompagné du trait détaillé d'Horikoshi, l'animé, quant à lui, n'évolue pas. Il reste sur la formule de ses débuts sans jamais rien changer. Et maintenant, sans apporter la plus-value qu'il apportait autrefois. Et ce sentiment de suffisance est mis sur la table parce que la direction artistique est la même que celle de la saison 1.
L'éclairage, les couleurs et les chara-design ne matchent juste plus avec l'énergie du manga. Pour conclure avec une animation qui paraît déjà pauvre, la saison 5 n'a aussi aucun moment marquant. C'est la saison qui provoque désormais un désintérêt concernant l'anime. Pour ma part, ça a été la scission définitive pour l'intérêt que je portais à cette adaptation. C'est à partir de la saison 5 où l'on commence à ne plus trop entendre parler de l'anime des machas, alors que ce n'était absolument pas le cas il y a 2 saisons de ça. Je vais rapidement passer sur la saison 6 et elle va m'aider à conclure le pourquoi du comment l'anime de My Hero Academia n'est juste plus ce qu'il était. Déjà, la saison 6 relève le niveau comparé à la saison précédente. Elle rectifie le tir dans certains aspects, notamment en incorporant des scènes initialement supprimées dans la saison 5, mais aussi en enlevant les 2 doigts que Shigaraki était censé avoir perdus. Plusieurs moments sont aussi très bien adaptés. Et je pense à l'affrontement de Mirko sous l'hôpital de Jakku, ou encore le combat de Deku contre Lady Nagant. Pourtant, ça ne suffit pas pour cacher les limites de l'adaptation. Les planches complexes du manga ne sont plus que représentées par des images fixes. Et c'est dommage de dire qu'il n'y a plus l'apport d'une mise en scène afin d'apporter un véritable plus au format papier, quand on a le sentiment de voir des planches qui sont juste colorées. De plus, à ce stade-là, l'ADA dessert l'impact de plusieurs scènes du récit. Et l'exemple le plus criant se situe à la fin de la guerre. C'est une catastrophe, des quartiers entiers sont engloutis, des habitants sont morts ensevelis sous les ruines, gravement blessés, et les héros ont échoué leur mission. Mais l'anime n'arrive tout simplement pas à retransmettre cette énergie. Et cette critique s'applique aussi pour l'affrontement des héros contre Shigaraki, où la censure va drastiquement réduire l'impact de l'affrontement et drastiquement amoindrir la patte graphique si marquée qu'Horikoshi avait donnée dans son manga. Globalement, l'adaptation animée des machas n'est pas une mauvaise adaptation, mais l'engouement autour de la série n'est juste plus le même qu'autrefois. L'anime, depuis ses débuts, n'a pas changé en soi. Mais c'est là qu'est tout le problème. Il n'a pas changé. Alors que quant à lui, le manga a évolué, que ce soit graphiquement ou dans sa tonalité. Cette stagnation exaspère et prend forme sous la critique de ce fameux ciel bleu, qui est utilisé depuis bien trop de saisons maintenant. Le travail d'éclairage de la série est pauvre, on a constamment la sensation de se trouver en plein milieu de l'après-midi. La communauté avait critiqué l'adaptation de la planche où Midoriya quittait Yue, préférant la version de celle-ci dans l'opening 11. Pourtant ce moment se déroule bel et bien en pleine journée sous un ciel dégagé. Mais c'est ce ciel bleu générique, utilisé à un moment où l'histoire prend un tournant, où l'on change littéralement de saga qui énerve. Et la saison 7, du peu qu'on a vu, va souffrir du même problème. Est-ce qu'on ressent vraiment l'effondrement de la société para-humaine? Est-ce que l'on aperçoit véritablement les ruines des bâtiments? Parce que l'éclairage et le choix de couleurs se trouvent être le même que celui du tournoi de Yue. Les décors creux de la saison 1 sont les mêmes que ceux de la saison 7. Quand on voit le film Heroes Rising, on est témoin de tout le potentiel des machas avec de véritables arrière-plans détaillés et un éclairage bien plus travaillé. Tout comme les arrière-plans d'autres animés bien plus qualitatifs. Parce que oui, l'anime souffre aussi d'une chose dont on n'a pas encore parlé jusque-là. Il souffre bien évidemment de la comparaison évidente avec les productions animées ultra populaires de ses confrères, Demon Slayer ou encore Jujutsu Kaisen. Des productions ultra qualitatives qui dans les 2 cas subliment le matériel d'origine, avec une excellente animation et un gros travail de mise en scène. Ce que justement ne fait plus MHA depuis 3 saisons maintenant. En conclusion, l'anime n'est pas une mauvaise production en soi, mais sa chute est bien réelle et elle s'explique par plusieurs facteurs. Diffusé à une heure de grande écoute et ayant pour objectif de rassembler le plus de monde possible, l'anime ne change jamais sa direction artistique. La censure importante retire le virage sombre qu'Horikoshi voulait montrer dans son manga. L'anime stagne, n'est plus aussi poignant dans sa mise en scène que lors des premières saisons. Et la comparaison d'anime d'une qualité bien supérieure diffusée au même moment enterre l'engouement que l'on portait autrefois à l'annonce d'une nouvelle saison. Selon moi, le manga depuis la saison 5 est définitivement supérieur à la production animée, ce qui n'était pas le cas dans ses premières saisons. Et c'est en fait ça la vraie raison de la chute de l'anime, il n'apporte désormais aucune plus-value au manga. Si l'on revient sur les points forts de l'adaptation animée des machas dans son âge d'or, on peut voir que le seul point fort qui est resté constant sont bien les OST. La hype, l'engouement et le plaisir devant Midoriya contre Shoto admet maintenant un doux parfum de nostalgie, marquant une époque révolue lorsque l'anime était encore au sommet de son art. Assez parlé de l'anime, maintenant, qu'en est-il du manga? Sauf pour le cas du pattern structurel alternant entre arc avec enjeu et arc scolaire, la chute de l'anime ne s'expliquait pas à cause du scénario, mais grandement à cause de tous les problèmes techniques et des choix artistiques délibérés du studio. Et pourtant, actuellement, le manga de My Hero Academia, qui touche d'ailleurs à sa fin, a perdu tout ce qui a fait de lui une œuvre ultra populaire. Plus globalement, le manga a perdu tout ce qui faisait que c'était une bonne histoire.
Sauf un passage à vide avec l'arc de l'entraînement commun, le manga a eu une très bonne lancée avec un enchaînement de 3 arcs très solides. L'histoire a disposé d'un second souffle avec l'excellent arc MVA, puis enchaîne avec l'arc Endeavor qui, de tout ce que j'ai pu dire sur son adaptation animée, reste sur le format papier un bon arc. Et pour clôturer cette bonne lancée vient l'arc de la guerre, dont on va d'ailleurs en reparler plus tard. Parce qu'à partir de ce moment, après plus d'une centaine de chapitres, il n'en reste qu'un sentiment de déception. Parmi plus de 100 chapitres, il n'y en a qu'un seul qui m'a fait hausser des sourcils après des années d'indifférence. Et on en est à la bataille finale, une bataille finale qui d'ailleurs, comme beaucoup de monde, ne me galvanise absolument pas. Pire que ça, la majorité des combats dans le premier tiers du manga semblent avoir une charge émotionnelle bien plus importante que le combat final de la série. Pourquoi ? Parce que My Hero Academia a perdu son identité, parce qu'il a perdu ce qui faisait sa force. Et c'est ce qu'on va voir, le moment où My Hero Academia va commencer à doucement s'effondrer en tant que manga. Si dans notre cas, la saison 4 symbolisait le point de rupture à partir de laquelle les attentes concernant l'anime ont doucement chuté, jusqu'à atteindre la fameuse saison 5, qu'en est-il du format papier ? Quel est le moment qui symbolise un tournant dans l'histoire, qui symbolise une scission par rapport à la qualité initiale du manga ? Ainsi, après le point de rupture de la saison 4 pour l'anime, c'est bel et bien l'arc de la guerre de libération du paranormal qui représente le moment décisif. Le moment où nous pouvons observer la longue déchéance du manga. Un arc qui pourtant a une importance capitale dans le récit, car il est le climax de tout un acte. MHA se divise en 3 grands actes bien distincts. L'acte 1 suit le parcours d'Izuku au sein de l'Académie des héros, l'acte 2 est celui de l'ascension du mal, et l'acte 3 est celui de la saga finale. Pour que vous compreniez bien de quoi il est question dans notre analyse, on va d'abord s'intéresser sur comment la série gère sa narration dans les 2 premiers actes. Quels sont les points forts qui font l'identité initiale de My Hero Academia ? MHA est un manga qui s'organise majoritairement autour de ces grands combats. Ils sont la pierre angulaire du développement des personnages et plus généralement du développement de l'histoire en elle-même. C'est durant un affrontement que les différentes actions des personnages auront des conséquences qui s'observent tout au long de la série. C'est l'un des plus gros points forts du manga. Ce dernier priorise les enjeux et les conséquences des différents combats afin de construire ses personnages et donc son univers par extension. Rien de mieux pour illustrer cela que le combat de Shoto contre Izuku. Un affrontement préparé de bout en bout. Après que Shoto ait publiquement challengé Midoriya, les deux ne font que de s'opposer durant chacune des épreuves. Toute cette tension qui a été construite va exploser lors de leur combat. Ce pouvoir et le tien sont les mots qui provoqueront le déclic chez Todoroki, l'étincelle qui déclenche tout le développement du personnage. L'acceptation progressive de son alter, son ouverture aux autres, les retrouvailles avec sa mère et les nombreuses péripéties avec sa famille, tout cela a pour point de départ son affrontement contre Izuku, qui pourtant n'est qu'un combat dans un arc tournoi comme on en a vu des centaines. Mais les conséquences de ce combat se font ressentir jusqu'à aujourd'hui. Toutes les actions de Todoroki concernant sa famille, que ce soit avec Toya ou pour la longue quête de rédemption de son père, sont issues du fameux déclic. Tout comme Midoriya qui comprend que de se mêler des affaires des autres est l'essence même du super-héros. Un combat d'alter surpuissant qui semble uniquement épique à première vue, mais qui cache des conséquences bien plus profondes, s'observant sur des centaines de chapitres. Et c'est ça qui fait toute la charge émotionnelle du combat, qui galvanise le spectateur lorsque Shoto déchaîne son alter. C'est le parfait exemple de comment la série met un point d'orgue à mettre en premier plan les conséquences de chaque action, pour que cela ait derrière une utilité bien précise. Chaque combat découle d'une préparation et d'un enjeu, pour que les conséquences fassent avancer les personnages aussi bien que le récit. Et c'est par le prisme de ce schéma que nous allons voir qu'est-ce qui s'est exactement passé durant la guerre de libération pour qu'il soit le point de rupture. Pourquoi cet arc précisément et pas un autre, surtout un arc qui semble grandement avoir été apprécié par la communauté? Pourquoi cet arc signe l'entame de la déchéance des machas, le moment où tout a volé en éclats? Comme dit précédemment, MHA s'organise autour de 3 grands actes qui admettent pour chacun un grand climax. Climax signifiant à la fois la fin d'un acte et le début d'un nouveau. Le climax du premier acte est celui de la chute d'All Might à Kamino. Le combat d'All Might contre All For One symbolise la fin d'une ère et le commencement d'une nouvelle, aussi bien du côté des héros que de celui des vilains. La chute du numéro 1 crée des conséquences qui vont se succéder jusqu'à imploser lors de la guerre de libération. Endeavor en tant que numéro 1, la montée de l'insécurité ou encore l'ascension des antagonistes. Tous ces événements qui se succèdent prennent pour point de départ la chute d'All Might lors du climax de l'acte 1. Qu'en est-il alors du climax de ce deuxième acte, censé avoir des enjeux aussi élevés que celui du premier? Et oui, car la guerre de libération doit être un point central du récit, dont les conséquences vont à jamais changer le cours du scénario.
C'est un moment crucial où les héros et vilains affrontent leurs idéologies afin d'imposer leur vision de la société. Et pourtant, l'arc rate presque tous ses objectifs. Le plus grand problème de cet arc, c'est un point sur lequel il aurait justement dû être irréprochable, étant, je le rappelle, le climax de toute une saga. Et ce point s'appelle les conséquences. Comment est-ce possible qu'une guerre totale opposant les protagonistes et antagonistes principaux de l'œuvre a-t-elle aussi peu de conséquences ? Mais recontextualisons un peu les enjeux narratifs afin de bien comprendre la situation. À la fin de l'arc My Villain Academia, Shigaraki, après avoir prouvé sa valeur en tant que successeur légitime d'All for One, en vient à se faire opérer par le Dr Garaki. Il va donc subir une opération atroce qui va durer 4 mois afin de se faire transférer l'alter d'All for One. Si l'opération vient à son terme, Shigaraki, en plus de son pouvoir de destruction éveillé, possédera une combinaison d'alters capable de détruire tout le Japon. Sauf qu'il n'est pas seul. Shigaraki est aussi à la tête d'une armée avec des milliers de sympathisants aux 4 coins du pays. Mais c'est là qu'intervient Hawks. Ce dernier s'est infiltré dans l'armée de libération afin d'obtenir des renseignements. Il parvient en message codé à transmettre les intentions de Shigaraki à Endeavor, qui va à son tour transmettre le message d'Hawks au comité de sécurité publique. Va donc s'ensuivre l'organisation de la plus grande opération du Japon. Presque la totalité des héros en plus des étudiants du UA sont embrigadés, pour ce qui est, à ce stade de l'histoire, la plus grosse bataille de tout le manga. C'est en cela que l'arc se doit d'avoir des conséquences qui se tiennent à la hauteur des enjeux qu'il met en place. Et c'est pour ça qu'on va commencer par parler d'un thème central lorsque l'on parle de la guerre, la mort. On est sur une guerre qui va naturellement causer des pertes importantes des deux côtés, et l'histoire va échouer sur 2 points bien précis. Dans un premier temps sur le fait de faire tout simplement mourir ces personnages, mais aussi sur le fait de réussir la mort de ces personnages. Sauf pour Twice, aucun personnage majeur ne meurt pendant cet arc. On ne fait jamais mourir un personnage pour le faire mourir, ou juste pour appuyer un côté sombre sans aucune profondeur. Non, la mort d'un personnage a un sens et une utilité bien précise pour l'intrigue. Mais ça me dérange énormément qu'aucun des élèves de UA envoyés au front ne trouve la mort, ou même juste ne soit gravement blessé. Pourquoi ? Parce que l'auteur, en faisant ça, donne raison à l'horrible comité des super-héros. Si, tu sais, le comité que tu critiques juste après avec le personnage de Lady Nagant. Pire encore que tu critiques juste avant parce que ces derniers envoient des lycéens en tant que chair à canon dans une des opérations les plus dangereuses de tout le pays. Mais tous s'en sortent indemnes et les criminels les plus dangereux du pays se font devancer par des apprentis qui sont encore au lycée. On a donc la douce impression que les protagonistes évitent la mort sans aucun problème. Et s'il y a bien un personnage qui aurait dû mourir et qui est toujours vivant, c'est bien Gran Torino. Et là, c'est juste indéfendable. L'un des personnages les plus vieux du manga se fait littéralement perforer les poumons avec une puissance équivalente à celle d'All Might, et il réussit de manière incompréhensible à survivre. Le pire dans tout ça, c'est que le traitement de son personnage après la guerre est celui d'un personnage mort. Dans un premier temps, Deku porte sa cape en guise d'hommage, puis après on n'a juste aucune nouvelle de lui et il ne participe pas à la bataille finale. Alors que jusqu'ici, il a participé à toutes les opérations d'envergure nationale. Donc, pourquoi faire survivre miraculeusement un personnage si c'est pour lui donner le traitement d'un personnage décédé et donner aucune nouvelle de lui juste après ? Au final, la seule mort d'un personnage un tant soit peu important qu'on connaît côté protagoniste est la mort de Midnight. Et elle est le parfait exemple de comment l'arc échoue sur les 2 points précédemment évoqués. La mort de Midnight est en soi une mort assez pathétique. Elle est tuée par des vilains peu importants et sa mort s'étale sur 4 petites cases. À ce niveau-là, on dirait que c'est fait exprès que sa mort soit minimisée ainsi. Et on pourrait le croire. Croire que la manière dont elle meurt dépeint la manière dont chaque soldat peut mourir en guerre. Croire que le manga expose le fait que tout personnage peut avoir une mort pathétique et aussi mourir de n'importe quelle manière en temps de guerre. On pourrait le croire. Sauf que ce n'est pas le cas. Surtout quand après l'auteur essaie de nous faire ressentir le poids de sa mort avec une scène montrant la détresse des élèves face au cadavre de leur professeur. Mais là encore, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'est jamais réellement attaché à Midnight. Et qu'en plus de ça, la manière dont le personnage meurt enlève toute l'émotion que l'on pourrait éprouver face à la situation. L'exécution de sa mort est ratée. Mais l'échec de cette mort ne s'arrête pas seulement à son exécution sur le moment, mais aussi sur ses conséquences d'après-guerre. On a toute une page pour nous montrer l'effroi des étudiants face au corps meurtri de leur professeur. Et pourtant, on n'a jamais senti une quelconque séquelle post-traumatique du côté des élèves. Pire encore, la mort de Midnight ne semble avoir aucune conséquence sur ses propres amis. Dans le spin-off Vigilante, une série supervisée par Horikoshi,
On apprend que Midnight est amie avec Aizawa et Present Mic depuis le lycée. Et elle était aussi proche de Shirakumo, vous savez, l'ancien ami décédé d'Aizawa, auprès duquel ce dernier fond en larmes face à Black Mist. Eh bah vous voulez voir sa réaction face à la mort de Midnight? その結果がこれかよ。加山先輩までなんで。言うな山田。それより生徒たちは。Bon bah ok. Donc en dehors de la mort d'un personnage à l'importance discutable même pour ses proches, on a constamment l'impression qu'absolument tous les personnages sont protégés par le scénario. Mais l'arc échoue globalement dans tous les aspects relatifs aux conséquences. Et ce même pour les graves blessures. Aizawa qui s'est coupé une jambe et a perdu un œil, Monoma est là pour ça. Mirko qui perd un bras et une jambe, des prothèses technologiques ultra puissantes sont là pour ça. Le dos de Hawks est entièrement brûlé et l'histoire sous-entend qu'il ne pourra plus jamais voler vu l'état de ses blessures. Des prothèses technologiques ultra puissantes sont encore là pour ça. Et le pire reste le cas de Midoriya. Dans le chapitre 84, après son combat contre Muscular, un médecin annonce à Izuku qu'il ne peut plus se refaire des blessures dans le genre, au risque de perdre l'usage de ses bras à tout jamais. Une scène qui sert donc de fusil de Tchekhov. C'est à partir de ce moment qu'Izuku va développer un tout nouveau style de combat, que ce soit avec le style coup de pied ou encore avec Air Force, tout en développant la maîtrise du One for All en parallèle. Mais face à Shigaraki, Izuku craque. C'est pour protéger tout le monde qu'il va encore s'auto-détruire. Ayant une faible estime de lui et afin d'arrêter Shigaraki, il ne se considère plus que comme un simple réceptacle du One for All, n'existant que pour perpétuer la volonté de son alter et stopper All for One. Il va complètement se briser les bras avec sa puissance maximale. La scène entre lui et le médecin nous est directement montrée en plein milieu de l'action, indiquant donc bel et bien qu'il va y avoir des conséquences irréversibles aux actions menées par notre protagoniste. Mais encore, au final, il n'en est rien. Je n'ai pas de problème avec l'explication qui a été donnée, mais ça donne raison à Midoriya sur le fait qu'il s'automutile et s'autodétruise, ce qui rentre directement en contradiction avec son objectif premier, étant, je le rappelle, de devenir un héros qui ne cause plus de tort à personne. C'est là qu'est le véritable problème, autant que de nous avoir fait croire qu'il y aurait des conséquences face à une problématique qui est centrale pour le personnage. L'œuvre passe des années à construire le personnage de Deku par rapport à l'état de son corps, et c'est au moment où il franchit effectivement la ligne interdite qu'il ne se passe rien. Et encore, ce n'est qu'une parcelle des nombreux choix scénaristiquement discutables de l'auteur à ce moment-là. Car on peut citer le fait que Best Jeanist ne soit en fait pas mort, enlevant tout le côté sombre et jusqu'au boutiste de Hawks, mais surtout nous donnant l'une des pires explications concernant sa réanimation. Mais toujours dans les choix scénaristiquement discutables, on a aussi l'apparition de Mirio à la toute fin de la guerre. Dans l'arc Overall, le million est mort métaphoriquement, disparaissant en même temps que son alter. Mirio a dû apprendre à faire le deuil de ce dernier, n'ayant qu'une infime chance de le retrouver peut-être des années après qu'Iri ait finalement appris à maîtriser ses pouvoirs. Mais même pas quelques mois après tout ça, le million surgit de nulle part avec ses pouvoirs fraîchement retrouvés, le tout bien évidemment expliqué avec un flashback de 3 pages. Et ça, c'est exactement représentatif du nouveau style d'écriture d'Horikoshi dont on va reparler plus tard. Parce qu'avant, il faut bien sûr parler du choix le plus scénaristiquement controversé de l'arc. Ça. All for One qui prend possession du corps de Shigaraki. L'un des thèmes principaux du manga est la succession, le passage de flambeau. C'est l'essence même de l'alter du One for All, mais aussi l'essence même de ce qui s'est passé à Kamino. All Might doit passer le flambeau à son successeur, tout comme All for One doit passer le flambeau à Shigaraki. Mais ce passage de flambeau est effectué bien trop tôt. Izuku et Tomura ne sont pas encore prêts. Tout l'acte 2 va voir grandir notre héros dans sa conception de l'héroïsme, et il en va de même pour Shigaraki. L'arc MVA, qui est un arc juste avant celui de la guerre, permet à Shigaraki de passer dans une toute autre dimension. La découverte de ses origines et l'éveil de son alter permettent à son personnage de prendre en profondeur, mais c'est surtout ce qui lui permet de prendre la place d'antagoniste principal du manga. Parce qu'on a vu Shigaraki grandir, passer d'un vilain imbu de sa personne à un véritable leader libéré des chaînes de son mentor. On a pu être témoin de l'ascension de ce qui est devenu l'un des personnages préférés de la communauté. Alors pourquoi ? Pourquoi All for One doit prendre la place d'antagoniste principal ? Pourquoi tout doit s'expliquer par ce personnage, jusqu'à même les origines de Dabi ? Dans l'arc final des Machas, tout converge vers le fait de tuer ce type pour retrouver la paix. Tout doit aller dans le sens où il faut simplement le tuer pour avoir l'happy ending, alors que ce n'est pas censé être le cas. Le problème d'All for One en tant que vilain principal, c'est qu'il détourne le combat initialement mené par les super-héros. Shigaraki n'est pas qu'un vilain à seulement terrasser, il représente les échecs de la société super-héroïque, comme la Ligue des vilains dans son ensemble.
Il est le résultat de ce qui ne va pas dans le monde des machas. C'est pour cela qu'Izuku veut sauver cet enfant qu'il a vu pleurer. Simplement battre Shigaraki serait cacher une nouvelle fois les maux de la société sous le tapis. Depuis son combat contre Gentle Criminel, la manière dont Izuku veut devenir un héros est désormais nuancée. Quelles sont ses motivations, mais surtout, quelles sont les causes et conséquences qui ont conduit à ce que l'individu qui se tient en face de moi soit qualifié de vilain? L'inégalité des alters, le système super-héroïque, les alters socialement déviants. Toutes ces problématiques ne peuvent pas être résolues par un grand coup de poing dans la gueule, mais se doivent d'être résolues par des réformes sociales. De plus, les personnages de Midoriya et Shigaraki ont une construction en parallèle, que ce soit dans leurs origines, aussi bien que lorsqu'ils ont dû reprendre le flambeau bien trop tôt, en apprenant à vivre dans un monde sans leur mentor. C'est donc pour tout ce qu'ils représentent, dans la structure morale du monde des machas, que Shigaraki demeurait légitimement l'antagoniste principal. Encore une fois, il était celui qu'on a vu grandir, évoluer, passer d'un gamin irresponsable à la place de leader de toute une armée. Alors pourquoi All for One a pris cette place? Pourquoi avoir fait du plus grand roi démon de tous les temps l'antagoniste principal de l'œuvre qui cherche à trouver les nuances de la société para-humaine? Parce que je le rappelle, All for One est un vilain parce qu'il est vilain. Parce que ses motivations sont inspirées par le vilain d'un comics. Mêmes motivations qui sont expliquées vaguement en seulement 2 chapitres dans l'arc final, alors qu'on passe tout un arc à comprendre les motivations de Shigaraki. Au final, on a le sentiment que tout doit découler d'un antagoniste aux motivations aussi mystérieuses que simplistes. Alors qu'en plus, tu reviens sur ta décision plus tard dans le manga. À cause de ce choix, on n'aura jamais la réaction de Shigaraki quant à la perte de Twice. Parce qu'à partir de ce moment-là, Shigaraki n'était plus Shigaraki pendant presque 100 chapitres. La mention ou une réaction de sa mort à ce niveau-là arriverait juste bien trop tard et n'arrivera donc jamais. Mais vous savez quoi? Vous pouvez oublier tout ça. Vous pouvez oublier tout l'arc MVA. Vous pouvez oublier tout le personnage de Tomura. Parce que pendant que j'enregistre cette vidéo, le chapitre 419 vient de sortir. Et vient de confirmer ce qui n'aurait jamais dû être confirmé. Oublions donc la société des alters. Oublions la théorie de singularité des alters. Oublions l'engrenage de la société super-héroïque. Oublions aussi la maltraitance familiale. Parce que le chapitre 419 vient de nous révéler qu'encore une fois, tout est à cause d'All for One. La naissance de Tenko Shimura et son alter de désintégration, encore une fois, tout est à cause d'All for One. Et si j'avais un mot pour décrire ça, ça serait décevant. Ce qu'il y a de plus consternant dans ce chapitre, c'est que l'on apprend que l'alter de désintégration de Tomura est en fait une copie incomplète de l'alter d'Overall. Et là, c'est une catastrophe scénaristique. Kei Shisaki, également connu sous le nom d'Overall, est l'ancien chef Yakuza des 8 préceptes de la mort. Il était l'antagoniste principal de l'arc Overall, où les héros avaient pour mission de secourir Eri. Son alter intitulé Overall permet à Shisaki de désassembler ou réassembler tout ce qu'il touche, lui donnant un entier contrôle sur la matière. Il peut donc désassembler des gens afin de les tuer, ou les réassembler pour guérir leurs blessures. Il peut aussi se servir de son alter sur lui et même fusionner avec d'autres personnes, tout en pouvant utiliser leurs alters. Donc pourquoi lorsqu'All for One s'évade de Tartarus, il ne prend pas l'alter de Shisaki? C'est un non-sens, plus que ça, c'est une incohérence. Lorsqu'All for One prend possession du corps de Shigaraki, c'est en fait plus compliqué que ça. All for One prend possession de son corps parce que sa conscience est devenue celle qui prédomine dans le corps de Shigaraki. Pourquoi la conscience d'All for One intervient dans le corps de Shigaraki? Parce que Shigaraki s'est fait transmettre l'alter d'All for One et donc s'est aussi fait transmettre la conscience d'All for One. Exactement comme l'alter du One for All, où la conscience des successeurs se manifeste dans l'alter. Sauf que, contrairement au One for All, là c'est conflictuel. All for One veut être la conscience dominante pour prendre définitivement contrôle du corps de Shigaraki afin de se débarrasser de son ancien corps. Ancien corps qui est tout juste maintenu en vie avec un appareil respiratoire. Donc, toujours, avec tout ça, pourquoi All for One ne prend pas l'alter de Shisaki? Pourquoi ne vole-t-il pas l'alter d'Overall afin de fusionner avec Shigaraki pour avoir sa conscience en même temps que l'alter de désintégration? Vous savez, l'alter lui-même dérivé du pouvoir d'Overall. Parce qu'on nous dit bien que l'alter de Tomura, c'est l'alter d'Overall, mais que la partie où l'alter peut désassembler la matière. C'est donc décevant et stupide. All for One, c'est l'antagoniste qui, en même temps de ruiner le développement de tout un personnage, ruine en fait tout l'univers du manga. Ce qui était censé être un profond problème sociétal, une remise en question du super-héros, c'est encore et toujours le grand méchant All for One.
L'arc MVA n'a donc servi à rien et tout commence à partir du chapitre 286, pour l'une des pires décisions qu'Horikoshi ait pu prendre jusque-là. Mais en dépit de ça, parlons tout de même d'une des réussites de cet arc, la révélation de Dabi. Un événement très bien exécuté et savamment mené depuis des centaines de chapitres maintenant. La danse de Dabi est un exemple d'exécution, aussi bien dans sa préparation que pour les conséquences qui en ressortent. La révélation au grand public du passé d'Endeavor et de l'acte meurtrier de Hawks vient totalement bousculer l'ordre établi, et apporter de véritables conséquences vis-à-vis de l'opinion publique concernant les super-héros. Cet événement est peut-être même le dernier exemple de l'ancienne identité de My Hero Academia. En conclusion, l'arc de la guerre contre le Front de Libération est un arc qui échoue sur le plan des conséquences. Il est censé être un tournant majeur pour l'histoire, mais dans le fond, pas vraiment. Le monde apocalyptique post-guerre dans MHA est plus causé par le renversement des prisons aux quatre coins du pays que par la guerre en elle-même. C'est un arc qui est censé être le climax de toute une saga qui sont construits depuis la retraite d'All Might. Mais finalement, rien ne change vraiment, aucun personnage n'est réellement mis en danger et les enjeux ne sont pas à la hauteur. En fin de compte, dans le grand cours des choses, l'arc de la guerre est peu important dans l'univers des MHA. Il ne parvient pas à remplir sa mission. Tout comme l'arc qui va lui succéder, l'arc Villain Hunt ou encore Dark Hero. Alors, jusqu'ici, le problème de la guerre en tant qu'arc était surtout dû à sa finalité, et pas dû vraiment au moment en lui-même, qui disposait de plusieurs fulgurances avec Mirko contre les Brainless, Deku contre Shigaraki, ou encore la fameuse danse de Dabi. Mais dans MHA, à partir de Villain Hunt, le problème se situe maintenant, au début, au milieu et à la fin. Et on va voir pourquoi. Villain Hunt, c'est le premier arc de la saga finale des MHA. Et il introduit le nouveau rythme qu'Horikoshi met en place, qui, au passage, abandonne définitivement l'identité initiale du manga. MHA doit se finir, du coup on va vite, trop vite. Tellement vite que tout ce que l'arc est censé aborder n'est juste pas abordé. Izuku quitte Yue et fait désormais équipe avec le top 3 afin de débusquer les évadés de Tartarus et trouver All for One. L'arc doit donc censé traiter le personnage d'Izuku plus en profondeur, sa psychologie et l'apprentissage de ses nouveaux alters. Mais en même temps, l'arc doit aussi aborder comment la société s'effondre depuis le renversement des prisons. Mais Villain Hunt réussit l'exploit de sous-traiter tous les éléments que je viens de citer, parce que ça va trop vite. Dans un premier temps, on est censé aborder l'effondrement de la société super-héroïque. Donc l'effondrement de tout un système. Mais l'arc ne dure que 22 chapitres. En comparaison, on a passé plus de 200 chapitres à observer les conséquences de la chute d'All Might. All for One fait chuter les prisons les plus dangereuses de tout le pays. Alors, pourquoi le manga ne montre seulement que 2 combats contre les évadés de Tartarus? C'est censé être le chaos partout dans le pays, et Midoriya n'affronte que 3 vilains. Le combat contre Muscular est expéditif, il est bouclé en un chapitre. Le combat contre Dictateur n'est même pas un combat, Bakugo termine l'affrontement en une explosion. Et le seul véritable combat que cet arc a pu nous livrer est celui d'Izuku contre Lady Nagant. Et encore, Izuku ne semble pas avoir eu tant de mal que ça et vient à bout assez rapidement de cette dernière en maîtrisant déjà tous les alters des successeurs. D'ailleurs, parlons-en. Parlons du traitement de Deku à partir de l'acte 3. C'est simple, l'arc Villain Hunt retire toute la proximité qu'on avait avec lui. Pourquoi? Parce que directement rentré dans cet arc, Midoriya maîtrise déjà tous les alters des successeurs. On a appris à le voir évoluer avec son apprentissage du One for All, revêtement intégral, style coup de pied, Air Force et même Black Whip. Mais, entré dans l'acte 3, Midoriya maîtrise déjà les 5 alters qui lui ont été octroyés depuis la guerre. On passe donc d'une maîtrise de 45% à 120% d'un coup. Alors, ce n'est pas rare qu'après une ellipse, un personnage double sa puissance, voire plus. Mais c'est souvent au prix d'un entraînement acharné, dont on nous montre au moins des flashbacks ou son déroulement. Ici, rien ne nous est montré, et on doit accepter que maintenant, le protagoniste est le personnage le plus fort du manga avec All for One. Comme ça. Mais le pire, c'est que l'on peut même pas voir la maîtrise de ces nouveaux alters en action, parce que ça va toujours trop vite. Par exemple, le chapitre 316 se termine sur un cliffhanger. L'explosion de la maison avec tous les héros à l'intérieur. On se dit qu'Izuku va pouvoir montrer sa maîtrise de la détection de danger dans une scène épique où il réussit à toutes les sauts. Ah non, on les retrouve tous sains et saufs et le fait que Midoriya les ait sauvés n'est mentionné que dans une bulle. Bon bah ok. Donc en dehors de ça, cet arc est tout de même censé montrer l'enfermement mental d'Izuku. Depuis la guerre, il ne se considère plus que comme un simple réceptacle du One for All, devant accomplir sa mission par tous les moyens, au prix même de sa propre santé. Il se surmène, abandonne toute aide extérieure, jusqu'à même abandonner l'aide d'All Might.
Cet arc traite donc le personnage d'Izuku sur le point de vue psychologique. Mais là encore, on n'a pas le temps de ressentir cet enfermement mental car il ne dure que 3 chapitres. 3 chapitres de la fin du combat contre Lady Nagant à l'arrivée de la classe A. D'ailleurs, l'affrontement de la classe A contre Deku est sûrement le combat le plus niais de toute la série. Des personnages qui n'ont aucune dynamique avec Izuku se forcent à créer un lien et se justifient de le sauver de sa condition car il a eu un impact sur eux. Genre, tu sais, quand tu m'as aidé à organiser mes notes sur un cahier de brouillon, j'ai trouvé ça vachement touchant parce que bon, on va s'arrêter là. Le pire, c'est que ce combat met fin au renfermement psychologique d'Izuku, mais ne le résout pas. Le problème de Midoriya, c'est qu'il n'a aucune estime de lui, dû à son éducation de sans alter, mais aussi à cause de son ancien harcèlement scolaire. Et son adulation fanatique d'All Might ne vient rien arranger. Il cherche à tout prix à imiter la perfection irréaliste du bien au prix de l'état de son corps. Et c'est en cela qu'est tout l'enjeu de la relation All Might-Izuku. All Might est tiraillé entre le fait qu'Izuku doit devenir le prochain symbole de la paix, mais qu'il reste son mentor et qu'il doit faire attention à l'état de son élève. En fin de compte, le combat contre la classe A ne résout pas l'origine du problème. Le message global qui ressort de ce combat, c'est « Ne te bats pas tout seul, battons-nous ensemble ». Tous les problèmes sont visiblement résolus avec un bain et la discussion entre All Might et Izuku est réduite au stade de blague. C'est comme ça que le personnage d'Izuku, le protagoniste, est devenu un personnage inintéressant. Tout son développement s'est arrêté avec ce bain. Tout son développement s'arrête au moment où sa classe vient le chercher. Tout son développement s'arrête à son alter, le One for All. Parce que toutes les pensées intérieures de Midoriya ne se résument qu'à son alter et au combat. On ne le voit jamais penser à autre chose jusqu'à l'arc final. C'est donc à partir de Villain Hunt que l'on perd la proximité qu'on avait avec Midoriya. Il ne devient qu'un simple élément parmi tous les héros. Il reste la pièce maîtresse certes, mais il n'est qu'un réceptacle du One for All et ne sort pas du lot. Il est désormais l'un des persos les plus puissants du manga avec All for One et Shigaraki, mais il n'en a juste pas l'aura. Il ne pense qu'à son alter et c'est tout. Même ses interactions avec les successeurs ne sont rien d'autre que des interactions par rapport à l'alter. Au bout du compte, rien n'a été résolu et on perd l'intérêt que l'on avait pour le développement d'Izuku. Mais son développement n'est pas la seule chose qui demeure inachevée. Cet arc réussit l'exploit d'éviter toutes les discussions importantes entre les personnages. Ochako livre un discours émouvant à tous les réfugiés concernant Midoriya. On attendait alors de voir ce que les deux personnages allaient se dire après un tel moment. Ah non, pardon, elle s'est endormie. Mais le meilleur dans tout ça, c'est le cas Endeavor. Il fait partie des héros qui ont été mis dans la confidence concernant le One for All. Alors, comment n'a-t-il eu aucune réaction par rapport à cette révélation? On le rappelle, Endeavor a littéralement détruit sa vie et celle de ses proches afin d'atteindre une chimère inatteignable. Il a chassé toute sa vie un pouvoir transmis de génération en génération avec lequel il n'aurait jamais pu rivaliser. On se souvient de sa réaction par rapport à la retraite d'All Might et de comment il avait pris cette place de numéro 1. Et maintenant, vous allez me dire qu'il n'a aucune réaction face à une révélation encore plus grave que l'apparence d'All Might? Qu'il n'ait aucune réaction par rapport au fait qu'il ait détruit la vie de ses proches pour rien? Bah non, visiblement, et c'est assez représentatif de l'arc en lui-même. Il va beaucoup trop vite et ne réussit pas à traiter tout ce qu'il met en place. Alors finalement, quel a été vraiment le but de cet arc? Il semble assez vide de sens, mais encore moins que l'arc qui va lui succéder. Voulez-vous voir la personnification de l'inutilité? Ça s'appelle Star and Stripe. On avait parlé des problèmes liés aux conséquences durant la guerre, conséquences qui n'étaient visibles qu'à travers Twice et Dabi. Mais l'arc Star and Stripe fait bien pire. En fait, il aurait très bien pu ne pas exister, que cela n'aurait eu aucune incidence sur le manga. All Might a fait appel au soutien des héros internationaux. Par conséquent, l'héroïne numéro 1 des États-Unis, Star and Stripe, entre sur le territoire japonais et fait face à All for One 2.0. S'ensuit un combat dantesque entre deux des personnages les plus puissants du manga, littéralement dans la stratosphère. Le combat se finit sur la mort de Star and Stripe. All for One n'a quant à lui pas réussi à s'emparer du New Order. Donc l'arc permet habilement de mettre un terme à deux problématiques. De 1, se débarrasser du New Order, un alter tellement surpuissant capable de modifier les lois de la réalité, que l'avoir dans un camp ou dans un autre signifie la victoire assurée. De 2, il permet d'empêcher toute aide de héros international. La mort de Star and Stripe sonne comme un tremblement de terre. Les pays ne peuvent pas envoyer leurs héros les plus importants au risque de diminuer leur puissance, eux qui sont déjà affaiblis par leurs propres difficultés internes. Mais il y a un problème. L'arc résout des problématiques qui n'existaient pas avant l'arc. Il résout des problèmes qu'il a lui-même créés.
Et je vais utiliser un comparatif pour m'expliquer. Prenons la mort de Twice. Il est un personnage que l'on connaît depuis presque le début du manga. Son personnage est développé tout au long du récit, et ce développement atteint son point culminant lors de l'éveil de son alter. Jusqu'ici, Twice ne pouvait pas se dédoubler lui-même. Il ne pouvait que dédoubler les personnes dont il avait pris les mesures. Et il ne pouvait pas le faire à l'infini, car les doubles devenaient trop faibles pour maintenir leur forme. Mais durant MVA, Twice éveille son alter et surpasse son traumatisme. Il peut désormais se dédoubler à l'infini, lui et toujours les personnes dont il a pris les mesures. C'est-à-dire toute la Ligue des Vilains. Mais ce qui rend ce pouvoir effrayant, c'est que les personnes dédoublées peuvent utiliser leurs alters. Coupler ça au fait qu'il peut donc les dédoubler à l'infini, fait qu'il a l'un des pouvoirs les plus puissants de tout le manga. Cet alter rend la victoire au héros, théoriquement, impossible. La mort de Twice par Hawks résout donc cette problématique. L'exécution de sa mort est réussie, il aboutit le développement de tout un personnage présent depuis le début du récit, tout en résolvant une problématique afin d'avoir une chance pour la bataille finale du côté des héros. Et c'est là qu'est toute la différence avec la mort de Star and Stripe. La mort de Star and Stripe règle des problématiques apparues du jour au lendemain qui n'étaient pas présents avant l'arc. Des problématiques qui auraient d'ailleurs pu être réglées sans même qu'elles apparaissent. Dans le manga, il nous est expliqué qu'All for One a des amis aux quatre coins de la planète, semant le trouble au sein des autres pays. Cela fait que les pays concernés sont trop occupés à résoudre leurs difficultés internes pour aider le Japon. Ils ne peuvent donc pas envoyer leurs plus grands héros au risque de voir leur puissance diminuer. Cette explication, à elle seule, est largement suffisante pour supprimer la problématique des héros internationaux et donc la problématique du New Order. En plus de tout ça, Star and Stripe n'a objectivement servi à rien. Lorsqu'elle choisit de se sacrifier, elle active son alter afin qu'il soit désormais soumis à une nouvelle règle. La règle est la suivante, le New Order détruit les alters des autres. Sauf que elle n'a pas détruit les alters essentiels d'All for One et a juste semé un peu la pagaille au sein de son alter. La seule chose qu'elle ait faite, c'est donner 4 jours de plus pour que Shigaraki serve de réceptacle. Un sursis qui ne sert à rien, parce que dans tous les cas, All for One va vouloir transférer sa conscience lors de la bataille finale, sans que ça soit limité par la fameuse période de temps dont on nous parlait. En conclusion, dans le manga, l'arc Star and Stripe n'a strictement servi à rien. Il nous introduit un personnage et un alter apparu du jour au lendemain, et nous a peut-être offert l'un des plus beaux combats de la série, mais uniquement sur le plan technique, et non sur le fond. Sauf qu'Emacha n'est pas connu pour être un manga qui brille par la chorégraphie ou la technicité de ses combats. Si l'on prend All Might contre All for One, on se dit qu'avoir un antagoniste qui possède une cinquantaine d'alters pourrait nous offrir un combat 4 fois plus spectaculaire que juste se faire gonfler le bras. Mais ce qui rend ce combat impressionnant et sa finalité impactante, c'est bien tous les enjeux et les conséquences que ce combat amène. Des origines de Toshinori Yagi à la chute du symbole de la paix. C'est comme ça que se construisait l'identité d'Emacha. Les combats font avancer les personnages, mais ils font surtout avancer le récit. Horikoshi a beau nous montrer un combat spectaculaire dans la stratosphère, il ne sert à rien. Il ne découle d'aucune préparation et d'aucune conséquence. Cet arc nous montre bien que l'un des points centraux du récit que sont les combats ont bel et bien perdu leur identité. On y est, l'arc final d'Emacha, qui est d'ailleurs toujours en cours de parution au moment où j'écris cette vidéo. Si l'on fait un récapitulatif de ce qui mène à cet arc, on peut déjà tirer des conclusions inquiétantes. On arrive sur l'arc final étant le climax de la saga finale, et pour y arriver, il n'y a eu que 36 chapitres. C'est ridiculement peu. En comparaison, il y a eu 83 chapitres pour arriver au raid contre l'Alliance dans l'acte 1, et il y a eu 209 chapitres pour arriver jusqu'à la guerre de libération. Ce qui d'ailleurs rendait cet arc sur le moment très important, car il accompagnait des enjeux construits sur 209 chapitres. Mais maintenant, pour arriver à l'arc final, qu'est-ce qui a été construit ? Il y a eu 36 chapitres regroupant des arcs vides de sens, traitant l'histoire en allant le plus vite possible. On a découvert le traître, donc on va appeler Shinso, qui ironiquement n'a même pas eu le temps d'entrer en filière héroïque, on se sert de son alter avec celui de Monoma, et voilà, bataille finale. 5 chapitres, depuis la découverte du traître à la rencontre d'All for One. 5 chapitres pour poser les bases de l'arc le plus important de tout le manga. Mais bon, visiblement, on n'a pas le temps, il faut avancer et le manga doit se finir. La guerre finale. On est donc face à All for One et tout le monde se ramène pour la bagarre générale. On apprend que Monoma a réussi à maîtriser l'alter de Black Mist en moins de 4 jours, et qu'il peut donc l'utiliser pour ramener absolument tous les héros importants. Tous les vilains les plus dangereux vont être divisés en groupes en les séparant pour avoir une chance de gagner.
Parce qu'affronter All for One et Shigaraki ensemble, c'est pas tenable. Donc des groupes de héros et de vilains vont être téléportés dans des endroits différents. Deku qui est censé affronter Shigaraki va se faire emporter par Toga sans que son sens du danger ne s'active. Et c'est globalement comme ça que tous les affrontements vont débuter. Endeavor et Hawks contre All for One, Mirko, Bakugo, Best Jeanist, Headshot et le Big Three contre All for One 2.0, Todoroki et Tenya contre Dabi, Ochako et Tsuyu contre Toga, et Deku qui doit trouver un moyen pour retourner affronter Shigaraki alias All for One 2.0. L'arc final, c'est la synthèse de tous les problèmes depuis le début du troisième acte. Il révèle surtout l'un des défauts majeurs qui explique pourquoi l'histoire ne tient désormais plus debout. Un défaut qui n'était pas présent avant. C'était même une grosse qualité qui caractérisait l'ancienne identité des Masha en dehors de ces combats. Ce point super important qui explique en grande partie la chute des Masha s'appelle l'échec de la procédure narrative. Qu'est-ce qu'un procédé narratif ? Un procédé narratif est une technique ou méthode permettant de raconter une histoire. Un procédé combine des éléments tels que le ton, le point de vue, la tension dramatique ou encore la mise en scène. Ces éléments seront la manière dont une idée va être dirigée dans un récit. Une idée en narration, c'est un concept qui peut être tout et n'importe quoi. Une scène, un personnage, une thématique, un objet, etc. Un procédé narratif, c'est donc l'exécution d'une idée afin de faire avancer l'histoire. À partir de l'acte 3, Horikoshi change sa manière de procéder narrativement. La grande raison à ça, c'est qu'il annonce expressément qu'il veut terminer son manga. MHA doit se finir, donc on doit avancer quoi qu'il en coûte. Sauf que ce nouveau rythme effréné, consistant de passer d'un moment stylé à un autre moment stylé, le tout sans aucun temps mort, ça a bien un coût important, celui d'une mauvaise exécution. Pour mieux m'expliquer, nous allons voir comment la série utilise le procédé narratif durant son âge d'or. Et on va prendre comme exemple non pas un combat qui nous avait permis d'expliquer plus tôt dans la vidéo comment la série priorisait les enjeux et les conséquences, mais cette fois on va prendre plus simplement un événement. Le sauvetage de Bakugo. Comment est exécutée cette idée ? Bakugo est retenu en captivité dans le repère de la Ligue des Vilains. Déjà, pourquoi lui ? Le choix de son enlèvement dans le camp d'été n'est pas anodin. Il est le résultat de ce que les vilains ont interprété durant le festival de Yue. C'est d'ailleurs au moment de son enlèvement qu'Izuku, accompagné de Shoto et Mezo, échoue à pouvoir le sauver. Kirishima, qui a été contraint de rester en retrait alors que ses camarades se battaient, va proposer de former une équipe de vigilantes afin de sauver Bakugo. Toutes les personnes choisies dans l'équipe pour le récupérer ne sont pas choisies au hasard. Pour Kirishima, c'est bien sûr à cause de son impuissance au camp d'été, mais aussi dû à son passé qui nous sera révélé plus tard dans le récit. Pour Shoto et surtout Tenya, c'est une conséquence directe de l'arc Stein. Et enfin pour Yaoyorozu, c'est bien évidemment car elle est la pièce maîtresse du plan, mais aussi pour ce que lui a dit Shoto dans l'arc de l'examen final. Tout fut méticuleusement préparé jusqu'à celui qui tendra la main à Bakugo pour s'enfuir de la bataille. Pourquoi Kirishima spécifiquement ? Parce qu'encore une fois, cela résulte de la relation qu'il a entretenue avec lui durant les arcs précédents, que ce soit lors de l'attaque du SCA ou pendant le festival de Yue. Absolument tout, du choix des personnages qui composent l'équipe au choix de celui qui va tendre la main, est le résultat d'événements dans les arcs précédents. Événements qui vont s'interconnecter et expliquer pourquoi ces choix ont été faits et pourquoi ils sont déroulés avec ces personnages précisément. On a la préparation, décision et exécution. Le sauvetage de Bakugo est le parfait exemple d'un bon procédé narratif, de comment la série exécutait l'idée d'un événement avant l'acte 3. Parce que, à partir de cet acte 3, Horikoshi change drastiquement la recette. Et c'est l'une des plus grosses raisons de la déchéance des Masha. La nouvelle manière dont Horikoshi procède ruine la majorité des événements introduits. Et ça a bel et bien commencé avec la finalité de l'arc de la guerre, notamment avec le retour de Mirio. Il apparaît en fin de chapitre en tant que cliffhanger. Le pourquoi du comment nous est expliqué dans le chapitre suivant avec un flashback de 2 pages. Et ça a été la même chose pour l'apparition de Lady Nagant, de Gentle Criminel, des élèves de Shiketsu et même avec le déroulement du plan pour introduire la bataille finale. Et c'est un gros problème. Prenons le sauvetage de Bakugo mais adaptons-le en version fin du manga. D'abord, on supprime absolument tout le déroulement qui conduit à son sauvetage. La scène de l'hôpital, leur arrivée à Kamino, le plan pour le sauver, non, tu supprimes tout. Et tu ne gardes que le moment du sauvetage pendant la bataille. Une fois que c'est fait, t'expliqueras tout le déroulement dans un flashback de grand maximum 3 pages, en enlevant bien sûr plus de la moitié de ce qui s'est passé. Et vous voyez pourquoi c'est un problème. Il n'y a aucune préparation, on balance une idée et on l'expliquera plus tard dans un flashback au prochain chapitre. Si la scène du sauvetage a autant de poids, c'est parce qu'elle était préparée, parce qu'elle avait des enjeux et qu'elle était bien exécutée.
Ce n'est pas normal à ce stade-là que la scène où Ida met un coup de poing à Izuku ait plus de poids que le retour de Mirio. Ce n'est pas normal. Tout ça parce que Horikoshi a décidé d'aller le plus vite possible. Parce qu'il doit terminer son manga, mais qu'en même temps, il doit traiter toutes les idées qui n'ont pas encore été abordées. On se retrouve donc dans la bataille finale avec un florilège d'idées sans aucune exécution. Comme le fait que le docteur Yujiko peut dédoubler des haltères, ce qui devrait être un problème ultra important, mais visiblement non. Comme le fait que la copie de l'alter d'All for One implique que l'alter est moins puissant et que les vestiges se retournent contre lui pour aucune raison. Comme le fait que les membres de Shigaraki ont une croissance infinie et que c'est expliqué avec la théorie de singularité des haltères qui n'a jamais été exploitée jusque-là. Ou encore comme le fait que Dabi réussit à copier la technique de Shoto alors que cette technique est due à la combinaison des haltères feu-glace et que Dabi n'a que le feu. Mais on peut voir que cette absence de préparation ne se répercute pas que sur les actions d'un événement, mais se répercute aussi sur les personnages qui le composent. Et il n'y a plus cette attention portée à choisir rationnellement certains personnages plutôt que d'autres. Par exemple, lorsque Jiro affronte All for One. Pourquoi Jiro spécifiquement ? Pour aucune raison, elle est juste là pour représenter la classe A. Elle a déjà eu son arc narratif avec le festival de Yue, où elle était globalement le protagoniste à ce moment. En dehors du Big Five de la classe A est déjà bien représentée durant la bataille. Kaminari et Yaoyorozu sont en soutien dans l'opération la plus dangereuse, Shoji et Koda font face au soulèvement des mutants, et Mina et toute la clique font face au meurtrier de leur professeur. Mais non, visiblement, le reste de la classe A doit forcément être représenté dans un combat capital, avec un personnage choisi au hasard. Parce que Jiro à ce moment-là est interchangeable avec presque tout le reste de la classe A. Et encore, il aurait été bien plus légitime que ce soit Aoyama qui affronte All for One. On se retrouve donc face à l'incarnation de Satan contre la fille qui joue de la guitare. Même fille qui invoque le très risible pouvoir de l'amitié face à All for One, sérieusement. Il n'y a plus de préparation pour choisir des personnages ou pour traiter un événement. Mais le plus gros problème de ce nouveau style d'écriture, c'est que cette précipitation s'applique maintenant sur des événements ultra importants. Dans l'arc final, on se retrouve donc avec le passé d'All Might balayé en 5 pages. Et on se retrouve aussi avec le passé d'All for One et du One for All balayé en seulement 20 pages, ce qui équivaut à un chapitre. Un chapitre pour l'un des trucs les plus importants de tout le manga. Pour ce qui mériterait un arc dédié. Tout le passé de My Hero Academia balayé en un chapitre, je ne sais pas si on se rend compte. D'ailleurs, les flashbacks dont on vient de parler interviennent dans ce qui est sûrement l'une des plus grosses erreurs du manga. Le désastreux nouveau combat d'All Might contre All for One. Au début du manga, on nous présente le personnage d'All Might. Il est le super-héros numéro 1 du Japon, et il est le pilier de tout un pays, le symbole de la paix. Son existence, à elle seule, réduit le taux de criminalité du Japon à seulement 3%. Il est la représentation irréaliste du bien parfait, considéré comme le plus grand héros de tous les temps. All for One, son némésis, est quant à lui la représentation du mal parfait. C'est durant l'affrontement qu'il va livrer contre ce dernier à Kamino qu'il prend sa retraite. Il doit passer le flambeau à son successeur. All Might n'est plus, c'est désormais à Toshinori Yagi de continuer à vivre sous l'ombre d'All Might. Tout le développement de son personnage se base sur comment vivre après avoir été All Might. Comment devenir un mentor, un simple civil qui fait désormais partie des gens à protéger. Car il a passé le flambeau à son successeur, Izuku Midoriya. Successeur qui va d'ailleurs faire évoluer sa conception de l'héroïsme. Tout l'enjeu n'est plus de vaincre les vilains avec un gros coup de poing dans la gueule, comme son idole l'a toujours fait, mais de comprendre pourquoi ils sont devenus comme ça. D'ailleurs, tout au long de la série, la définition de l'héroïsme en tant que tel va évoluer. Il n'est plus question de seulement combattre, mais il est désormais question d'apprendre en tant que professeur, de construire des objets de soutien avec la filière assistance, ou encore de partager et propager l'espoir avec la filière gestion. Tout cela constitue une notion de l'héroïsme aussi vaste qu'elle ne l'a jamais été. Une nouvelle notion qu'All Might va devoir intérioriser, lui qui n'est plus le surhomme qu'il était autrefois. C'est d'ailleurs ce que va traduire la discussion qu'il a eue avec Aizawa. All Might ne supporte pas de vivre en étant désormais impuissant. Or, Aizawa explique que son existence à elle seule suffit à motiver ses élèves. Tout au long de la série, il nous sera montré que la flamme que l'on pensait éteinte à Kamino est devenue l'étincelle d'un brasier alimenté par la nouvelle génération. Représentatif d'un des plus gros messages de la série, celui de la succession. C'est d'ailleurs pendant sa discussion avec Stein dans Villain Hunt qu'All Might apprend qu'il doit continuer d'alimenter lui aussi ce brasier, en continuant simplement à vivre.
Il va alors accomplir son héroïsme en allant devenir celui qui dirige les opérations de la bataille finale, tout comme ces nombreux acteurs qui ne sont pas forcément sur le champ de bataille, mais qui participent au combat à leur manière. Alors avec toute cette évolution, et tout ce que l'on vient de dire, pourquoi, enfin devrais-je dire comment, All Might décide de partir en mission suicide sur le champ de bataille? En une seule action, le développement de tout un personnage construit pendant des années vient d'être ruiné, comme pour Shigaraki. Comment expliquer que tout le message de succession de la série et d'exprimer son héroïsme autrement en vient à se mettre sur le champ de bataille et devenir Iron Man, tout en expliquant qu'après tout, ce combat a toujours été le mien, venant bousiller encore une fois absolument tout le message de succession de la série. D'ailleurs, finalement, si t'as pas d'alter, c'est pas grave si t'es riche. Ce qui vient détruire l'un des fondements de la série et le fait d'exprimer son héroïsme autrement que par le combat. Alors, voici ma question, pourquoi Kamino? L'existence de ce combat, à lui seul, vient ruiner toute l'ampleur de l'affrontement de Kamino. Si ce combat signe la fin d'une ère et le début d'une nouvelle, alors pourquoi Kamino a existé? Cela vient ruiner le développement de tout un personnage, en même temps qu'un des événements les plus importants de tout le manga. All Might avait trouvé sa raison d'être en dehors du champ de bataille. Et cela ne nécessitait pas d'alter. Son héroïsme ne s'exprimait plus par le combat, mais il s'exprimait d'une autre manière. Mais, visiblement, la série n'en a que faire et ruine son développement lors de cet affrontement. Combat qu'il va d'ailleurs perdre, ne faisant que gagner du temps pour le réveil de Bakugo. Ah oui, c'est vrai, le fameux cas Bakugo. Après que Deku se soit fait enlever par Toga, les héros se retrouvent dans une situation assez délicate. Ils vont devoir tenir tête à un demi-dieu sans la seule chose pouvant en venir à bout, à savoir l'héritier du One for All. S'ensuit un combat où chacun des héros présents tentera d'égaler Shigaraki en vain. Ces derniers n'arrivent pas à lui infliger ne serait-ce qu'une blessure importante, même privé de son alter. Malgré les assauts du Big Three, Headshot et Mirko, rien n'y fait. Mais un individu en particulier aux portes de la mort n'abandonne pas le combat. Dans le chapitre 362, Bakugo se tient debout, sévèrement blessé mais décide tout de même d'entamer un ultime assaut. Et c'est là que l'alter de ce dernier va s'éveiller. Les gouttes de nitroglycérine qu'il génère habituellement sur ses pommes vont se propager dans l'intégralité de son corps, ayant pour conséquence de démultiplier sa vitesse et sa puissance. C'est en repensant au chemin parcouru de sa relation avec All Might Hassel avec Deku qu'il tente un assaut suicidaire pour enfin blesser physiquement Shigaraki. Mais ce dernier fait littéralement exploser le cœur de Bakugo en laissant son cadavre derrière lui. Le chapitre 362 fut une nouvelle bouffée d'air frais. Il est le chapitre qui se démarque le plus d'une cinquantaine sorties après la guerre de libération. Le personnage le plus populaire de la série vient de mourir, et cette mort dans l'univers d'Emacha signifie énormément. Elle symbolise un nouvel échec de la société super-héroïque. La mort de Bakugo, c'est avant tout celle d'un enfant prodige, un personnage qui n'est pas arrivé au terme de son développement, mais qui meurt bien trop tôt. Un personnage qui avait encore tant de choses à prouver, propulsé par le rêve d'obtenir la place numéro 1 de son idole. Mais en l'espace d'un instant, tout s'arrête. Bakugo a toujours été un pur produit de la société des super-héros. Il est un enfant né avec un alter privilégié, méprisant les plus faibles et les sans alter. Tout ça en n'ayant que pour objectif d'avoir le statut de numéro 1, reposant uniquement sur son talent et sa supériorité par rapport aux autres. L'une des raisons pour lesquelles il a toujours méprisé Midoriya, c'est pour ce cœur pur que lui ne semblait pas avoir. Cette volonté de sauver autrui en étant totalement désintéressé de sa propre personne. Mais c'est lorsqu'il se trouve aux portes de la mort qu'il décide de mettre sa vie en jeu, afin de sauver le plus de monde possible. Non pas pour être le numéro 1 ou pour le statut, mais parce que c'est la chose à faire. Et pourtant, la société super-héroïque a produit un enfant soldat qui n'a pas survécu alors que les adultes étaient censés le protéger. C'est pour tout ce qu'elle représente que cette mort est aussi bien exécutée que pertinente. De plus, cela ne peut pas être une fausse mort. Aucun auteur censé ne ferait semblant de faire mourir son personnage 2 fois. Surtout quand il nous montre une double page de son cadavre pour bien nous faire prendre conscience de la situation. Ah non. Dans le chapitre 364, le héros numéro 4 du Japon, Headshot, décide de se pseudo-sacrifier afin de réanimer Bakugo. Et on tient, parmi toutes celles qu'on a vues, sûrement la pire décision scénaristique de tout le manga. On va déjà se questionner sur la pertinence de ce choix. Il n'y en a pas. À première vue que le héros numéro 4 du Japon se sacrifie pour un gosse tombé au combat,
Le tout face à un demi-dieu, réduisant donc encore plus les effectifs pour que la réussite de cette opération ne soit pas garantie, semble tout de même une idée assez saugrenue. Cette décision met donc en danger les autres personnages sur le champ de bataille, tout en ne garantissant pas la réussite de l'opération. Et puis admettons que Bakugo soit réanimé, qui te dit qu'il ne va pas exactement se refaire tuer comme il y a moins de 5 minutes. Mais admettons. Maintenant on va se questionner sur le choix du personnage. Pourquoi c'est précisément Headshot qui se sacrifie pour sauver Bakugo? Pour aucune raison. On l'a vu tout à l'heure, il n'y a plus aucune préparation quant au choix des personnages. Bakugo et Headshot n'ont aucune dynamique. Ils ne se sont jamais adressé la parole de tout le manga. On pourrait se dire que c'est un sacrifice désintéressé d'un inconnu qui sauve un soldat du même camp. Ok, mais ça a marché quand Crust l'a fait, pas Headshot. Pourquoi ? Parce qu'on avait beau le connaître que depuis un épisode, lorsque Crust sauve Aizawa, il permet à l'alter le plus important de toute la guerre de survivre. Lorsque Headshot se sacrifie pour Bakugo, il permet à un gosse qui vient juste de se faire tuer en combat de retenter sa chance visiblement. Mais le pire dans le choix du personnage, c'est qu'il y a Best Jeanist juste à côté. Best Jeanist est le héros à avoir une vraie dynamique avec Bakugo. Il est un personnage qui a une véritable influence sur lui. Mais vous allez me dire que son alter n'est pas adapté comparé à celui d'Headshot. Sauf que Best Jeanist manipule lui aussi les tissus. Et que l'auteur aurait très bien pu lui octroyer une capacité spéciale ou un éveil d'alter pour qu'il puisse faire l'opération. Parce que, on le rappelle, Headshot a sorti sa technique de nulle part. Donc Best Jeanist aurait été un choix infiniment bien plus légitime pour sauver Bakugo. Maintenant, on va se questionner sur les conséquences de ce choix scénaristique. Et les conséquences sont terribles. Ce choix enlève absolument toute la tension de la bataille finale. On l'a déjà vu ensemble, MHA n'arrive pas à mettre en danger ses personnages. Sauf que quand tu tues le personnage le plus populaire de la franchise, là c'est plus la même musique. En plus de lui donner une mort bien exécutée, tu réinstalles toute la tension, en plus de rehausser considérablement le niveau des enjeux. Mais non, même un personnage qui se fait littéralement exploser le cœur de l'intérieur va survivre, et tout va bien. D'ailleurs, si l'on reprend le combat d'All for One contre Jiro, il y a de quoi grincer des dents sur ce sujet. Elle se prend un rayon laser d'un type qui a pour projet d'annihiler ses opposants. Elle se prend donc de plein fouet une combinaison d'alters surpuissants et ne perd qu'une oreille. Pour rappel, une attaque du genre contre le plus grand héros de tous les temps, ça donnait ça. À ce niveau-là, tous les protagonistes survivraient d'une bombe nucléaire explosant à 2 cm d'eux. Parce que c'est ça que cette fausse mort signifie, une absence d'enjeu total. Toute une mise en scène, tout un discours et tout un chapitre entier pour au final trahir ses lecteurs de la pire des façons. Izuku vient de perdre ses 2 bras dans le chapitre 219. Et alors, déjà, Eri existe, mais surtout, Horikoshi va encore nous sortir une nouvelle pirouette scénaristique pour qu'il retrouve ses 2 bras, comme il l'a fait pour réanimer un personnage dont le cœur a littéralement explosé de l'intérieur. Tout ça parce qu'il n'y a aucune conséquence dans cette série. Ce qui emmène d'ailleurs à nous poser une ultime question. Pourquoi avoir fait ça ? Pourquoi avoir fait disparaître Deku avec une facilité scénaristique sur 20 si c'est pour qu'il n'y ait aucune conséquence derrière ? Et si c'est pour out les autres héros afin de laisser Deku contre Shigaraki en pur 1v1, bah là encore ça ne tient pas. Parce que l'auteur s'efforce à ce que Deku n'affronte pas seul le méchant ultime, tellement qu'il fait apparaître Zero et Sato de la classe A contre All for One. Au final, toute cette mise en scène et tous ces choix scénaristiques sont pour moi de l'ordre de l'incompréhensible. My Hero Academia, c'est désormais plus de 400 chapitres. L'œuvre n'a jamais été aussi proche de sa fin que lorsque j'enregistre cette vidéo. C'est un manga qui était très bon dans sa première partie. Il n'était pas exempté de tout défaut, mais il réussissait à exécuter avec brio ce qui était son ADN, à savoir les combats. C'est parce qu'ils étaient le cœur et le climax du développement de chaque personnage, thème et idée, que la série regorgeait de combats devenus iconiques. Deku contre Shoto, All Might vs All for One, Endeavor contre le High End, mais aussi Shigaraki contre Rodestro. Vous aurez bien remarqué qu'aucun des combats de l'acte 3 n'est cité, car c'est bel et bien à partir de ce 3e acte que nous observerons la chute du manga. Cette vidéo n'a pas pour but de simplement me plaindre de la tournure que le manga a pris.
Cette vidéo et toutes mes recherches m'ont surtout permis de comprendre pourquoi je ne ressentais plus rien depuis la fin de la Première Guerre. Pourquoi le manga ne me procurait désormais aucune émotion. Parce qu'en dépit des nombreux choix scénaristiques désastreux, il n'y a plus aucune préparation, plus aucun enjeu et les combats de la série ont perdu leur identité. C'est comprendre tout ça qui m'a permis de comprendre pourquoi je restais indifférent à tout ce que la série me proposait depuis plus de 100 chapitres maintenant. Mais le problème de cette chute à partir du 3e acte, c'est qu'elle gâche aussi les 2 premiers actes du manga. Parce qu'avec tout ce que Horikoshi a fait, il a en partie détruit et fait perdre toute l'utilité d'arcs ultra importants. La guerre de libération, à part pour éliminer Twice, t'as l'impression à la relecture que ça ne sert à rien. Techniquement, l'un des arcs les plus iconiques de la série, avec le combat d'All for One contre Iron Might, maintenant il sert à rien. Mon arc préféré, MVA, depuis qu'on sait qu'All for One est derrière tout ça depuis le début, lui aussi il sert à rien. Toutes les révélations et tous les choix scénaristiques dans l'arc final détruisent en partie la relecture du manga. J'aurais peut-être dû attendre la toute fin de l'histoire avant de sortir cette vidéo. Mais je pense sincèrement qu'il peut tout se passer à la fin du manga, ça ne va quand même pas sauver ni réparer le mal qui a déjà été fait. Le manga continue de très bien se vendre et la série est toujours populaire. Pourtant, MHA m'a perdu. Je ne suis resté qu'à cause de sa gloire passée et non parce que l'histoire était qualitative, c'en est même tout l'inverse maintenant. Tous les rebondissements sont soit vides de sens, soit destructeurs pour les messages de la série. Je ne sais même plus où le manga veut en venir, parce que My Hero Academia est une œuvre qui s'est pour moi auto-sabotée. Malgré une bonne mise en scène et de splendides illustrations, MHA n'est plus ce qu'il était. Il a perdu son identité en même temps que sa cohérence et en emportant avec lui tous les messages qu'il portait jusque-là.